Bonjour à tous. Je me présente rapidement, Louise Gourian, je suis docteure junior dans le service de dermato du CHU de Rennes. Et on va vous présenter avec le docteur Poiseau, qui est PHU dans le service également, une étude qui s'est intéressée aux effets thérapeutiques des agonistes du récepteur du GLP-1 dans l'hydradénite suppurée. C'est un travail qui a également constitué mon travail de thèse. Alors attendez, j'essaie juste de faire passer les diapos. On n'avait pas de lien d'intérêt pour ce travail. Rapidement, l'hydradénite suppurée, c'est ce qu'on appelle plus communément en France la maladie de Verneuil. Et d'ailleurs, c'est ce mot-là qui doit un peu plus vous parler. C'est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui est pas si rare puisqu'elle touche à peu près 1% de la population européenne avec une très nette prédominance féminine. Et il y a un retard diagnostique constant d'environ 7 à 10 ans. Cette maladie, elle donne, on va dire, dans son phénotype le plus classique, une atteinte chronique et récurrente des zones flexurales, à savoir des plis axillaires, des plis inguinaux, de la région périnéale, mais également des plis sous-mammaires et des plis sous-abdominaux chez les patients en surpoids. C'est une maladie qui est caractérisée par deux choses. La première chose, c'est que la plupart des patients Verneuil sont des patients fumeurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une forte prévalence de l'obésité et de l'insulinorésistance chez ces patients. Ça représente à peu près 50% d'entre eux. C'est une maladie, comme vous pouvez le voir sur les photos, qui est responsable d'une altération très sévère de la qualité de vie. On estime qu'il y a à peu près 30% des patients Verneuil qui ont un syndrome dépressif caractérisé. Et cliniquement, elle va se manifester par des nodules, des abcès au niveau des plis qui peuvent couler, et également ce qu'on appelle des fistules, à savoir des trajets comme des tunnels sous la peau duquel peuvent soudre un liquide purulent. C'est également une maladie qui est caractérisée par une rançon cicatricielle importante, qu'on voit un peu mieux sur la première photo, avec vraiment des cicatrices en pont, des cicatrices en pince de crabe qui sont indélébiles. La pathogénèse de cette maladie, elle est incomplètement élucidée. Il y a plusieurs éléments quand même qu'on sait dans cette pathologie. La première chose, c'est ça commence par un mécanisme d'occlusion folliculaire qui va conduire à l'obstruction du follicule pileux et à sa rupture au sein du derme et de l'hypoderme. Et ça joue vraiment le rôle de trigger immunologique dans la maladie. La deuxième chose importante, c'est que c'est une maladie dans laquelle on a une véritable dysbiose cutanée. On sait que les patients Verneuil, c'est des patients qui vont avoir plus souvent une flore cutanée à des germes anaérobies complexes avec une surreprésentation de BGN. Et notamment dans la maladie de Verneuil, on va avoir, c'est un peu la troisième pierre angulaire de la physiopathologie, une altération de la réponse immunitaire innée et adaptative. Et cette altération de la réponse immunitaire, elle passe à la fois par une surexpression des toll-like récepteurs à la surface des cellules myéloïdes en réponse aux agents microbiens de la dysbiose, et par secondairement une réaction inflammatoire lymphocytaire de profil Th1, Th17. L'obésité, dans tout ça, finalement, elle a un rôle assez central. Premièrement, elle va aggraver à la fois le mécanisme d'occlusion folliculaire. C'est une maladie, on a vu, qui se localisait majoritairement dans les plis. Et donc, les frottements dans les plis vont aggraver ce mécanisme-là. Ça va aussi favoriser une pullulation microbienne et donc aggraver la dysbiose cutanée. Et l'obésité va avoir c'est un état inflammatoire systémique de bas grade qui va participer à la dérégulation de la réponse immunitaire innée et adaptative. Pour reprendre assez rapidement les traitements actuels qu'on a pour la maladie de Verneuil, on va dire qu'il y a trois grands types de traitements. La première chose, c'est le traitement de fond. Le traitement de fond dans cette pathologie, c'est soit une antibiothérapie suspensive par Bactrim ou cycline, soit des traitements par biothérapie, notamment anti-TNF-alpha et anti-interleukine 17. Ensuite, il y a des traitements qu'on appelle d'antibiothérapie combinée. L'exemple typique, c'est si on a un patient qui arrive en consultation qui est extrêmement inflammatoire avec beaucoup d'abcès, beaucoup de fistules, beaucoup d'écoulements, on va lui prescrire une antibiothérapie à large spectre sur 2 à 3 semaines pour vraiment calmer le processus inflammatoire. Et ensuite, on relaie par une antibiothérapie suspensive ou une biothérapie. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le traitement de poussée. Globalement, c'est un traitement par augmentin ou par piostacine sur 7 jours qu'on donne essentiellement quand on a des patients qui font par exemple un gros abcès douloureux. Pour un peu refroidir l'abcès, on leur donne 7 jours d'augmentin et ça permet de refroidir les abcès ou de calmer l'inflammation. En sachant que si les patients sont extrêmement inflammatoires, on sait que 7 jours d'antibiothérapie, ça ne va pas suffire. Et dans ce cas-là, on leur met une antibiothérapie combinée à plus large spectre.
Dans la maladie de Verneuil, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aucun traitement qui cible le tissu adipeux alors qu'on a une maladie qui, est majoritairement chez des patients qui sont obèses. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait notamment que les biothérapies, elles sont moins efficaces dans la maladie de Verneuil chez les patients obèses. Ça a été démontré dans 2 études qui s'intéressaient à l'adalimumab et on voyait que les patients qui avaient un IMC supérieur à 30, globalement, avaient plus de mal, à répondre, enfin à acquérir les critères de réponse clinique aux biothérapies. Heu, Agoniste du GLP-1 hydradénide suppurée, il y a au moment où nous on a fait notre étude, il y avait pas grand chose dans la littérature, mais quand même quelques éléments. Tout d'abord, il y avait un poster qui avait été publié au Congrès américain de dermatologie dont vous voyez, les photos, sur, l'image, qui rapportait le cas d'une patiente qui avait une maladie de Verneuil extrêmement sévère, qui était diabétique et qui s'était vue prescrire, du sémaglutide pour son diabète et qui finalement après 6 mois de traitement par sémaglutide avait, quasiment complètement cicatrisé ses lésions de Verneuil, sans qu'aucun autre traitement de sa maladie de Verneuil ne puisse expliquer cette amélioration. Et ce poster, il fait écho à un case report qui avait été publié dans le British Journal of Dermatology il y a un peu plus longtemps, en 2017, qui rapportait un peu la même, histoire, mais cette fois-ci d'une patiente qui s'était améliorée sous liraglutide, encore une fois, sans qu'aucun traitement, de la maladie de Verneuil n'ait été introduit, au même moment. Plus récemment, il y a 2 séries qui avaient été publiées en 2024. Une première série, espagnole de 14 patients qui étaient prospectives, qui rapportaient l'effet du liraglutide, chez des patients obèses atteints de la maladie de Verneuil avec des résultats qui étaient encourageants. On y reviendra, un peu plus tard. Et une autre série irlandaise, qui s'était, intéressée aux effets du sémaglutide chez 30 patients obèses qui étaient atteints de maladie de Verneuil. C'est une série qui était rétrospective, qui pareil rapportait des résultats, assez encourageants. On en discutera tout à l'heure. L'objectif de notre étude, c'était donc, de mener une sorte d'étude pilote et d'évaluer l'impact des analogues, du GLP-1 sur l'évolution et la sévérité, de la maladie de Verneuil dans une cohorte de patients qui est exposée au dulaglutide, au liraglutide et au sémaglutide. On a, réalisé une étude de cohorte qui était rétrospective entre janvier 2017 et mai 2024. C'est une étude qui était, multicentrique, qui a inclus 15 centres français. La plupart des patients, plus de 80 des patients étaient recueillis sur des entrepôts de données dans 8 centres et le reste des patients, étaient, recueillis via un appel à cas. Globalement, les patients étaient, inclus s'ils avaient, une maladie de Verneuil, active et s'ils avaient été exposés au moins 3 mois à un des agonistes du GLP-1 qu'on avait sélectionné, donc dulaglutide, liraglutide ou sémaglutide. Pour prendre un peu la chronologie de notre étude, T0, ça correspondait au moment dans le dossier médical où l'agoniste du GLP-1 était initié. M6, ça correspondait à la première évaluation qu'on retenait pour notre étude après 6 mois d'exposition, à l'agoniste du GLP-1 et Tmax, ça correspondait soit à la dernière consultation disponible, soit au moment de l'arrêt, de l'agoniste. Notre critère de jugement, principal, c'était l'évaluation du score HSPGA. Assez rapidement, ce score HSPGA, c'est un score qui permet d'évaluer la sévérité, de la maladie de Verneuil en fonction du nombre d'abcès, de nodules et de fistules, que les patients ont. On considérait qu'on avait une amélioration de la maladie de Verneuil quand on avait une réduction d'au moins 1 point de ce score entre T0 et M6. Ainsi, quand on reprend la chronologie de l'étude, à chaque point d'évaluation, donc T0, M6 évidemment puisque c'était, notre principal critère d'évaluation et Tmax, on recueillait, le score, HSPGA. Ensuite, dans nos critères de jugement secondaire, je vous ai pas tout relisté parce qu'il y a des critères qui sont, très dermatologiques, mais la principale, chose qu'on regardait en critères de jugement secondaire, c'était le nombre absolu de poussées que les patients avaient fait dans les 3 mois qui précèdent chaque point, d'évaluation. Ces données étaient recueillies sur dossier médical et pour à peu près, 1/4 des données, interrogatoires téléphoniques, complémentaires des patients. Ainsi, pour que vous visualisiez un petit peu mieux, à chaque point, T0, M6 et Tmax, on regardait dans les 3 mois précédents, combien de poussées les patients avaient fait. Afin de prendre en compte également, les traitements, de fond pour la maladie de Verneuil que les patients recueillaient, on a, récupéré, nous, dans nos données, tous les nouveaux traitements, que les patients avaient eus pour leur maladie de Verneuil, qui avaient été initiés 6 mois avant l'introduction de l'agoniste du GLP-1 et 6 mois après, l'introduction de l'agoniste du GLP-1. Et on avait également, recueilli tous les traitements que les patients avaient, depuis plusieurs années, c'est-à-dire les traitements qu'ils avaient au moment où ils étaient inclus dans l'étude. Par exemple, s'ils étaient sous, biothérapie anti-TNF-alpha depuis, 3 ans,
Ça faisait pas partie des nouveaux traitements introduits dans l'année précédant M6, mais par contre, ça faisait partie de leur traitement de fond qu'ils avaient depuis plusieurs années. On a donc recueilli 66 patients dans notre étude, majoritairement des patients qui étaient des centres parisiens, 13 patients sous dulaglutide, 5 patients sous liraglutide et 48 patients sous sémaglutide. Si on reprend un peu les caractéristiques de notre échantillon, on avait majoritairement des patients qui étaient obèses, voire très obèses, puisque l'IMC médian était de 39. On avait plus de 86% de nos patients qui étaient diabétiques et plus de 90% des patients qui étaient obèses. Quand on s'intéresse à la maladie de Verneuil, on utilise, nous, en dermatologie, un score qui s'appelle un autre score, qui s'appelle le score de Hurley, qui permet de classer les patients Verneuil en 3 grands groupes de sévérité. C'est un score qui n'est pas dynamique parce qu'il prend en compte la rançon cicatricielle, mais c'est un score qui est très utilisé. Globalement, nous, on voyait qu'on avait majoritairement des patients de grade de Hurley 1 à 2. Maintenant, quand on s'intéresse à notre critère de jugement principal qui était le score HSPGA à 6 mois, on avait quasiment 54% de nos patients qui amélioraient leur maladie de Verneuil à 6 mois. Et à Tmax, ce qui représente un suivi médian de 18,5 mois, on avait plus de 61% des patients qui amélioraient leur maladie de Verneuil. Maintenant, quand on s'intéresse aux critères de jugement secondaire et notamment au nombre de poussées dans les 3 mois précédant M6, on a plus de 60% des patients qui font moins de poussées dans les 3 mois avant M6 en comparaison à T0. Et on a 67% des patients qui font moins de poussées dans les 3 mois avant Tmax. Ensuite, on s'est intéressé à la comparaison de la sévérité de la maladie de Verneuil entre T0 et M6. Globalement, quand on s'intéresse à l'ensemble des patients de notre population, donc 66 patients, on voit globalement qu'il y a une amélioration significative entre T0 et M6 du score HSPGA et du nombre de poussées, ainsi que tous les autres critères d'évaluation qu'on avait retenus. Maintenant, quand on restreint notre analyse sur les 34 patients de notre étude qui n'avaient pas eu de modification de leur traitement de fond pour la maladie de Verneuil, c'est-à-dire dans l'année précédant M6, qui est l'évaluation du critère de jugement principal, ils n'avaient eu aucune modification de leur traitement de fond pour la maladie de Verneuil. Globalement, chez ces patients-là, on voit qu'on a toujours une amélioration significative de la maladie de Verneuil, avec une réduction significative du score HSPG1 et une réduction significative du nombre de poussées. Ensuite, on a essayé, en perspective d'aller, un petit peu plus loin et de s'intéresser aux facteurs, qui étaient associés à l'amélioration, du score HSPGA à 6 mois. En analyse univariée, on voyait qu'on avait une amélioration, de la maladie de Verneuil qui était significativement associée au traitement par sémaglutide et liraglutide en comparaison au dulaglutide avec un odds ratio à 5,33. Pourquoi on avait choisi de faire cette dichotomie? Essentiellement parce que le liraglutide et le sémaglutide sont les 2 agonistes du GLP-1 qui ont l'AMM pour la gestion de l'obésité, en France et que la plupart des cas, rapportés, enfin tous les cas rapportés, dans la littérature jusqu'à maintenant et sur toutes les séries, c'était des pour la maladie de Verneuil, j'entends, c'était des améliorations sous sémaglutide ou sous liraglutide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la perte de poids n'est pas associée, en tout cas dans notre échantillon, à l'amélioration de la maladie de Verneuil à 6 mois. Ensuite, quand on passe en analyse multivariée, avec un ajustement sur l'âge, le genre, le statut tabagique et les nouveaux traitements initiés dans les 12 mois précédents pour la maladie de Verneuil, encore une fois, on voit que le fait de recevoir un traitement par sémaglutide et liraglutide en comparaison au dulaglutide est associé à une amélioration significative de la maladie de Verneuil avec un odds ratio à 13. Donc, il se renforce de l'univarié au multivarié. En sachant que dans le groupe liraglutide-sémaglutide, on avait 53 patients et dans le groupe dulaglutide, on avait uniquement 13 patients. Ainsi, on a montré que 54% des patients de notre échantillon ont amélioré leur maladie de Verneuil sous agoniste du GLP-1, que cette amélioration, elle était significative, enfin qu'on avait une amélioration significative, pardon, de la sévérité, entre l'initiation et après 6 mois d'exposition aux agonistes du GLP-1 chez les 34 patients qui n'avaient eu aucune modification de leur traitement de fond pour leur maladie de Verneuil. Concernant l'efficacité, enfin l'effet spécifique du médicament, c'est assez difficile d'interprétation. On a l'impression que le fait de recevoir un traitement par liraglutide et sémaglutide, c'est associé à une amélioration significative de la maladie de Verneuil à 6 mois en analyse unie et multivariée en comparaison au dulaglutide, mais on a un faible échantillon, donc ça peut aussi être une association fortuite et en tout cas, c'est un effet qui ne passe pas par la réduction pondérale.
Et d'ailleurs, quand on s'intéresse aux mécanismes d'action des analogues du GLP-1 dans la maladie de Verneuil, on s'est posé, enfin notre hypothèse initiale, c'était de se dire que c'est des médicaments qui font perdre du poids et donc qui améliorent la maladie de Verneuil par le biais d'une réduction pondérale. On s'est rendu compte que finalement, c'était pas le cas, puisqu'en analyse univariée, on voit que ce n'est pas du tout associé à l'amélioration du score. On s'est donc posé la question des autres effets des analogues du GLP-1. Alors, les analogues du GLP-1, c'est un, enfin, vous le savez mieux que nous, c'est un sujet qui est extrêmement porteur actuellement dans la recherche. Il y a beaucoup de travaux de recherche sur les pathologies cardiovasculaires, sur les pathologies dans la néphrologie, sur les pathologies neurodégénératives et même neurocognitives. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les agonistes du GLP-1, sur des modèles murins, ils allaient diminuer l'induction des toll-like récepteurs en réponse à des enjeux microbiens sur des modèles de sepsis murin. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant dans la maladie de Verneuil, qui est justement caractérisée par une suractivation de ces toll-like récepteurs en réponse à la dysbiose cutanée. Il y a également un rôle possible des analogues du GLP-1 sur des processus de cicatrisation, mais que je n'ai pas développé ici. Les limites de notre étude, c'est que c'est une étude rétrospective. On a un biais de confusion indéniable qui est le fait qu'on n'a pas de groupe contrôle, même si on a essayé de prendre en compte de manière maximale les traitements concomitants que les patients avaient reçus pour leur maladie de Verneuil. Et l'un des derniers éléments aussi, c'est qu'on n'a pas recueilli de données biologiques. Ça aurait été notamment intéressant de savoir si les patients qui améliorent, si l'amélioration de la maladie de Verneuil était associée à une amélioration de la glycorégulation. Notre étude, elle fait écho à, on va dire, deux autres séries qui ont été publiées courant d'année 2024. La série irlandaise dont je vous ai parlé au tout début, qui était une série rétrospective qui s'est intéressée à l'effet du sémaglutide sur 30 patients verneuil et obèses. Et globalement, eux, ils ont montré une amélioration significative de la qualité de vie après 7-8 mois de traitement par sémaglutide chez ces patients. Pas d'amélioration significative dans la réduction de la fréquence des poussées. Et la principale limite de cette étude, c'est qu'ils ne prenaient pour le coup pas du tout en compte les traitements concomitants reçus pour la maladie de Verneuil. Et il y a une deuxième série publiée sur le liraglutide, donc espagnol, qui est prospective cette fois-ci, sur 14 patients, qui, elle, montrait une amélioration de la qualité de vie chez les patients qui étaient traités par sémaglutide après 3 mois de traitement, sachant qu'ils avaient le liraglutide à la posologie obésité, c'est-à-dire 3 mg par jour. Plus récemment, en 2025, il y a un autre article qui est sorti sur le sujet, cette fois-ci qui a été basé sur une grosse base de données qui s'appelle Trinetics, qui est une grosse base de données mondiale, enfin essentiellement américaine, sur la maladie de Verneuil, où globalement, ils ont comparé plus de 6000 patients exposés au sémaglutide avec 6000 patients Verneuil non exposés. Et globalement, dans leur étude, ils ont montré qu'il y avait moins d'utilisation d'antibiotiques et moins de recours aux urgences dans le groupe sémaglutide. Le recours aux urgences, pourquoi? Parce que fréquemment, les patients Verneuil, quand ils ont des gros abcès très douloureux, ils vont aux urgences pour se faire inciser leurs abcès. Et donc, finalement, la consultation aux urgences peut aussi être un bon reflet du nombre de poussées. Et dans cette étude, il n'y avait pas, en tout cas, de différence significative dans l'utilisation des biothérapies dans les deux groupes. En conclusion, on a montré qu'il y avait une amélioration clinique de la maladie de Verneuil dans une cohorte de 66 patients obèses qui est exposée aux analogues du GLP-1, que cette amélioration, elle était statistiquement significative, enfin qu'on avait une amélioration statistiquement significative de tous les outcomes dans le sous-groupe de patients qui pourtant n'avaient eu aucune modification dans leur traitement de fond pour leur maladie de Verneuil. Et c'est des résultats qui finalement étaient assez concordants avec les quelques séries qui avaient déjà été publiées. Donc la question qu'on se posait, c'était de se dire, est-ce que les analogues du GLP-1 ne pourraient pas être une piste dans l'arsenal thérapeutique des patients très obèses atteints de maladie de Verneuil? Merci Merci pour cette pour votre attention. présentation.